Ouais, je fais encore une vidéo pour Olivier qui m'a envoyé j'ai plus un article ou enfin il m'a fait une citation d'un physicien, d'un article qui parlait d'un physicien. En fait, c'est une équipe de physiciens. Je sais plus exactement, j'ai lu un peu en diagonale, qui renoncerait aux constantes, à certaines constantes fondamentales de la physique pour proposer une théorie unifiée, enfin une tentative. Disons que ça va dans le sens d'essayer d'unifier le paradigme quantique, je préfère le dire comme ça, et la relativité générale, c'est-à-dire la théorie quantique et la relativité générale. Donc le renoncement, ce serait de renoncer au fait que la constante de Planck est une constante, elle pourrait changer, et que la constante de gravitation est une constante, c'est-à-dire qu'elle pourrait changer. Alors, ça fait joli comme ça, mais je vais donner quelques précisions. D'abord, on garde certaines constantes, comme la vitesse de la causalité, 300 000 km par seconde. Mais je vais resituer ça, je vais essayer de faire une vidéo de pas plus de 15 minutes, dans le contexte de comment fonctionne la science. Parce que déjà, il faut savoir que la vulgarisation présente la relativité restreinte et le paradigme quantique comme unifiés. C'est faux. Voilà, on va faire simple, c'est faux. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie quantique des champs, puis ensuite il y a l'électrodynamique quantique qui va un petit peu plus loin, qui marche très bien, mais qui est en fait pas du tout consistante. C'est une théorie, si tu fais pas attention à comment tu l'utilises, tu prouves que 0 égale 1 à partir de ces actions. Bon, c'est une façon, on peut le dire de différentes manières, c'est une théorie fausse, c'est une théorie contradictoire, donc fausse, et il y a, bon, les physiciens ils disent ah ouais mais on fait gaffe. Ok, ouais. Tu utilises une théorie contradictoire en disant j'appuie pas sur le champignon. Voilà, c'est son statut. Il y a un théorème, il y a un problème de maths, je me rappelle plus son nom. Il en reste 6 qui sont pas résolus, puisqu'il y en a un qui a été résolu par Perelman. Enfin, je me suis pas renseigné si récemment il n'y en a pas d'autres qui ont été résolus. Il y a même 1 million de dollars pour qui arrive à résoudre cette unification de façon à la faire avancer. C'est donc bien, si on offre 1 million de dollars pour qui y arrive, c'est donc bien que c'est pas réglé, vous voyez. Donc déjà la vulgarisation elle est un peu audacieuse en disant qu'on a unifié la relativité restreinte et le paradigme quantique. Disons qu'on a une théorie qui marche, voilà. Et si on n'appuie pas sur le champignon, on prouve pas que 0 égale 1 avec, mais il y a tout un tas de problèmes et Feynman avait aidé un peu à... Enfin, il avait aidé, puis il avait introduit des infinis avec ses intégrales de chemin. Enfin bref. Donc parler d'unifier la relativité générale et le paradigme quantique, sachant qu'on n'a pas vraiment correctement unifié la relativité restreinte et le paradigme quantique, c'est un projet en fait très à toute fin pratique. Ça s'appelle de la physique fondamentale et en même temps c'est quand même assez hardcore parce que voilà, il y a tout un tas de candidats. Il y a d'ailleurs énormément, il y a une crise un peu en physique parce que oui, les mathématiciens se font payer sur les crédits de la physique en faisant des super théories mathématiques et quand ça rentre en infraction avec le critère de Popper, aujourd'hui plus rien n'est en infraction avec le critère de Popper, c'est des paramètres à ajuster. Et c'est bien que ce soit comme ça, je sais pas. Après les problèmes de qui paye qui, est-ce que quelqu'un finalement une sommité scientifique en physique fondamentale et qui en réalité c'est une couverture parce qu'il fait des maths, donc il va s'appeler physicien, théoricien, etc. Ah, c'est d'autres discussions ça, mais enfin bon, c'est vrai que la théorie des cordes c'est des maths et c'est payé par la physique, voilà. Ouais, d'ailleurs pas toujours, il y a une partie de gens qui ont des postes de mathématiciens tout à fait officiels dans la théorie des cordes, mais bon. Maintenant là, bon, bien évidemment que ça me fait penser aux vidéos TikTok qui commencent par bien évidemment que, il y a une mode. Bien évidemment que c'est une bonne idée de dire qu'une constante n'est pas constante. Ça a introduit de la souplesse, et c'est ce qu'ont fait cette équipe de physiciens. Alors ils ont dit, on va arrêter de dire que G et que H bar, là, le petit H bar, la constante de Planck, sont constantes, elles peuvent varier. Pas seulement au cours du temps, mais selon l'endroit où on se trouve. Sachant que le temps et l'espace c'est la même chose, on a découvert ça justement depuis la relativité restreinte, enfin c'est un peu compliqué à raconter.
et on va garder comme constante la vitesse de la causalité et l'énergie de Planck, enfin ce qui est connu aujourd'hui comme l'énergie de Planck. Alors là, je sais pas combien de temps il me reste, j'ai pas mes lunettes, mais je vais essayer de raconter un truc qui pourrait être compris par n'importe qui. N'importe qui a un petit peu de base, mais pas des grosses. Vous pouvez faire comme au collège avec les grandeurs physiques. Vous pouvez les diviser, les multiplier. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de les additionner. On peut le faire formellement, mais bon, on va faire comme si... De toute façon, c'est des multiplications. Si vous passez au logarithme, c'est que des additions. Par exemple, vous pouvez dire une aire, une surface, c'est une longueur fois une longueur. Mais vous pouvez jouer, A égale B fois C. Vous voyez, A étant une surface, B une longueur, C une longueur. Ça s'appelle l'analyse dimensionnelle. Et c'est assez génial parce que ça vous parle. Ça renseigne sur le monde. Et du coup, la constance de la vitesse de la causalité, si pour beaucoup de gens c'est une vitesse, 300 000 km par seconde, en plus improprement appelée vitesse de la lumière, alors que c'est la vitesse de la causalité, c'est-à-dire que c'est en fait la vitesse infinie, donc c'est bizarre que l'infini soit égal à 300 000 km par seconde, mais j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. Mais pour le physicien aujourd'hui c'est un nombre complexe, ok. Voilà, c'est un nombre complexe, c'est pas une grandeur physique. Et c'est intéressant parce que, en fait, attends, j'ai un message privé, qu'est-ce qu'il me raconte comment ça va ce qui se passe, c'est qu'avec la relativité restreinte, l'espace et le temps sont la même grandeur physique, enfin, en acceptant de parler de nombres complexes, ou en tout cas sans gérer comme ça, enfin voilà. Et puis bon, non, il y a des trucs profonds, enfin c'est vraiment profond, parce qu'il y a peu d'axiomes, donc du coup, tout vient par déduction, donc par théorème de maths, mais en fait, du coup, quand c'est un nombre, ça sert strictement à rien de dire qu'il varie, un nombre qui varie, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup, c'est juste c'est comme la monnaie, vous voyez, c'est comme la monnaie unique en Europe, c'est juste un facteur de conversion et on a décidé que ça vaudrait 1. Voilà. L'unité de Planck de vitesse, c'est 1. Et en fait, c'est le vrai nombre 1. Et à mon avis, on a eu tort, on aurait dû dire I, mais comme il y avait deux solutions, il y a I et moins I qui tous les deux au carré donnent moins 1. Bon, bref, l'histoire a retenu 1. Et en fait, imaginons, qu'est-ce que ça veut dire la vitesse limite de la causalité change? À part si elle redevenait infinie comme dans Newton, ça n'aurait même pas vraiment de sens. Pourquoi, du coup, c'est pratique, parce que ça vous permet de définir les anciennes grandeurs. Le mètre, c'est un 300 millionième environ, enfin, ils ont donné le chiffre exact, le nombre exact, ils définissent le mètre comme étant, par rapport à la seconde, voilà, c'est comme étant une fraction enfin, on s'est compris, quoi. C'est-à-dire qu'ils partent de 300 000, donc 300 millions de mètres, ils disent ça bougera pas, on a des mesures et tout, et on divise par 300 millions et on dit voilà, 1 mètre c'est la distance parcourue par la causalité, enfin la distance maximale parcourable pour envoyer un message, une information dans l'espace-temps, en 1 seconde, mais il vous faut la seconde. Donc voilà, vous allez utiliser d'autres. Mais on pouvait, c'était moins évident de faire ça avec la constante de gravitation. Donc la constante de gravitation, on va faire E égale mc2, donc je vais passer, la masse et l'énergie c'est la même chose. Donc E égale mc2, ça dit juste que l'énergie c'est la masse multipliée par le carré de la vitesse de la causalité. On vient de voir qu'on a décidé que c'était 1, et 1 comme vrai nombre, donc énergie égale masse, ok, parce que 1 au carré ça fait 1. Bon, ça c'est Einstein, et c'est la relativité restreinte. Donc c'est vraiment c'est très très déductif, il y a très peu de postulats. Je rappelle que la relativité restreinte c'est juste Newton auquel on a retiré un axiome. Okay, c'est pas Newton plus on retire un axiome plus on en ajoute un autre, c'est comment on pensait avant mais on retire l'idée d'un temps absolu. Pourquoi? Parce que on peut faire des maths et démontrer qu'il n'y a pas besoin de supposer la vitesse de la causalité, on peut la mesurer. Ok, c'est ça la découverte d'Einstein, c'est que la vitesse de la causalité, c'est-à-dire la vitesse au-delà de laquelle on remonte dans le temps, est mesurable. Soit c'est l'infini, soit c'est un nombre fini, mais c'est mesurable, soit c'est une grandeur finie. Et donc, juste par des maths. Ok. Et du coup, alors évidemment, on a fait ça après coup, parce que les gens... Mais aujourd'hui,
on dit, ce qu'on aurait pu faire, c'est, on a les autres axiomes, on ne sait pas à quelle vitesse va la causalité, on va le mesurer. On a la réponse par les mesures, et donc on n'a pas besoin de supposer que c'est temps. Mais comme c'est une grande valeur, avant on supposait que c'était l'infini. Voilà, ça paraissait naturel. Alors je vous dis comment la mesurer, il n'y a pas besoin de courir à côté de la lumière hein, pour la mesurer. Si vous avez... vous êtes en A, alors il faut des horloges parfaites, et ça on le suppose. On a des horloges parfaites, c'est-à-dire toutes sur le même modèle. Et puis vous avez deux endroits, A et B. Vous faites un aller-retour AB, BA. Mais on fait comme si c'était... voilà, on ne va pas s'occuper de savoir. En synchronisant votre horloge avec laquelle vous allez vous balader, c'est votre montre, quoi. Et puis il y a une horloge en A et bat parfaitement au même rythme, au sens parfait, parfait, parfait. Et vous faites l'aller-retour AB, ça va vous parcourir une distance, D. Et les maths disent que D au carré plus le temps qui s'écoule sur votre montre au carré... Non, pardon. D au carré, la distance parcourue au carré, quand vous faites l'aller-retour de AB, plus la vitesse de la causalité au carré multiplié par le temps qui s'écoule à votre montre au carré est forcément égal, dans toutes les théories, au temps qui s'est écoulé sur l'horloge entre l'aller et le retour, entre le départ et l'arrivée et le retour. Okay. Voilà, C fois le temps au carré de l'horloge. Okay. Bah donc du coup, vous mesurez la distance qu'il y a entre A et B, et vous mesurez le petit décalage qu'il y a à votre montre et puis à l'horloge, et vous avez la vitesse de la causalité sans avoir besoin de la mesurer. Parce que les maths vous disent que de toute façon vous aurez la bonne réponse, ça vous donnera la bonne réponse. Alors évidemment il y a des axiomes, hein, je suppose des horloges parfaites, et je suppose qu'on sait parfaitement mesurer les distances. Mais enfin sur le principe, c'est des maths qui vous disent on le sait, donc il n'y a pas besoin de supposer que c'est l'infini, et il se trouve qu'en plus... l'histoire de la physique a montré que c'était 300 000 km/s et non pas l'infini. Et à l'échelle de l'univers, c'est lent. Hein, donc, voilà, ça a surpris les gens. Eh bien, pour ces mêmes raisons, vous pouvez procéder à une réflexion, une cogitation sur les autres phénomènes naturels. Alors bon, le plus incroyable, c'est la constante d'action. Et cette équipe de physiciens, on va plutôt prendre l'énergie et dire qu'il y a une notion absolue de paquet d'énergie. Donc on en connaît une, puisque en divisant la constante de Planck par le... Alors attendez, comment on fait? Je l'ai fait, j'ai fait une vidéo là-dessus, je la remettrai en lien. Parce qu'on a trois inconnus, énergie, temps, distance, trois constantes. Vitesse de la lumière, constante de Planck, constante de gravitation. Ça fait trois équations. Donc, et c'est que des multiplications, mais vous pouvez faire comme si c'était des additions, vous résolvez ça comme un système d'équations à trois inconnus et trois. Et comme ça vous permet de trouver une énergie de Planck. En fait, voilà, une distance de Planck, un temps de Planck, une énergie de Planck. Donc ça, c'était fait déjà. Vous les obtenez à partir des valeurs de la constante de gravitation et de la constante de Planck. Et c'est vraiment un système, j'avais fait une vidéo là-dessus. Après, par cœur, j'aurais un peu du mal, parce que... Bon, on va regarder la constante de gravitation, ça vous dit que une force fois la constante de gravitation, ça donne une force. Donc la constante de gravitation, c'est l'inverse d'une force. Ok. Pourquoi je dis une force fois une force? C'est parce que le produit des deux énergies au repos divisé par la distance au carré est proportionnel, et le coefficient de proportionnalité, c'est la constante de gravitation, à la façon dont deux énergies au repos s'attirent. C'est des masses, hein, il se trouve que c'est des masses, mais j'ai fait E égale MC2, donc E égale M, masse égale énergie. Donc vous voyez qu'en faisant deux énergies au numérateur, deux distances au dénominateur, deux fois la même, mais bon c'est pas grave, T au carré c'est une distance fois une distance, en fait ça donne une force fois une force. Une énergie divisée par une distance, c'est une force. Hein. Donc une force fois la constante de gravitation, ça vous donne une force. Donc c'est l'inverse d'une force, la constante de gravitation. Et la constante de Planck, c'est une action, c'est-à-dire c'est une énergie multipliée par un temps. Et comment je vais faire, c'est chiant. Donc si vous avez juste besoin de diviser ça par... enfin bref, ça me saoule. Vous faites comme ça, de tête, vous pouvez y arriver, c'est du niveau collège, avec des divisions, des multiplications, je remettrai un petit... Voilà. Et donc le gars, là, l'équipe de physique, a dit on va faire une petite cure d'amaigrissement, on va prendre l'énergie de Planck, on va dire que c'est un absolu de la nature, avec la vitesse de la lumière, donc deux constantes, et le reste, ça peut varier, voilà. Et tout ça, c'est des maths.
Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si vous prenez une carte de plate de la planète Terre, enfin en tout cas du continent européen, la Russie, les États-Unis, que vous regardez les trajets d'avion, c'est pas des lignes droites, hein. Ça fait des espèces d'arcs de cercle un peu bizarres. Alors on se demande pourquoi on va gaspiller du carburant. En réalité, c'est que la Terre étant ronde, c'est des lignes droites sur la Terre. Mais une fois que vous avez mis ça en plan, sur un plan, ça devient des arcs de cercle. Mais c'est les chemins les plus courts pour aller d'une ville à une autre. Par exemple, si vous allez, je sais pas, moi, de New York à Madrid, vous allez sur une carte, vous n'allez pas dessiner une ligne droite parce que celle-ci, sur la sphère, ça fera un arc de cercle, vous allez gaspiller beaucoup de kérosène. Décider qu'un truc est constant ou pas, en fait, ça change rien. C'est des maths. C'est simplement décider d'une forme de la carte qui va transformer votre truc en ligne droite, quoi. Et cette équipe, elle se dit, avec les aventures de l'énergie et les aventures de la vitesse comme étant, en prenant ces deux lignes droites, on peut travailler. Il n'y avait pas besoin de la constante de gravitation et de la constante de Planck. Et on peut ensuite adapter le modèle pour montrer, on le fait coller aux expériences et ça nous donne des réponses. C'est un peu comme Einstein a fait avec Newton, on enlève le décret qui dit que la vitesse de la causalité est infinie, et on remarque mathématiquement qu'on peut le mesurer. Donc c'est idiot de le décréter parce qu'on risque de se tromper puisqu'on peut connaître la vraie réponse en faisant des mesures. Et bien là c'est pareil, il dit en fait si on regarde le système mathématique en place, on peut faire des mesures. Donc on va tout faire coller et on va avoir... on a plus, si vous voulez, on a plus de modèles d'univers, enfin de modèles d'espace-temps, comme ça. C'est évident ça, hein, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que si tu supposes que ça peut varier, t'es moins restreint, tu as une classe de modèles où ça peut varier, qui contiennent tous les modèles où ça varie pas, mais en plus des modèles où ça varie. Voilà. Mais bon, il y a quand même l'énergie de Planck qui reste. Voilà. Alors il faut savoir que c'est-à-dire que c'est le rapport entre la constante de gravitation et la constante de Planck. Parce que si tu multiplies la constante de gravitation, c'est une... distance divisée par une énergie, c'est l'inverse d'une force, hein. C'est une distance divisée par une énergie. Distance et temps, c'est pareil. Donc si tu multiplies la constante de gravitation par... Non, pardon, si tu multiplies là, donc je vais prendre une force, hein. Si tu multiplies la constante de gravitation, qui est une force, l'inverse de la constante de gravitation, qui est une force, donc si tu multiplies l'inverse de la constante de gravitation, hein, qui est une force, là, une énergie divisée par une distance, par la constante de Planck qui est une énergie fois un temps, et comme le temps et la distance c'est de la même chose, tu vas avoir le carré d'une énergie. Et ça va rester constant. Donc ce qui veut dire que multiplié par l'inverse c'est divisé, hein. Donc ce qui veut dire que en divisant la constante de Planck par la constante de gravitation, tu obtiens le carré d'une énergie. Et ça reste constant. Voilà. Donc elles peuvent varier. Ah, alors vous me direz, un jour on aura peut-être une équipe de physique qui dit que tout varie, hein. Mais ça, ils ont décidé de travailler dans un système de pensée où l'une et l'autre peuvent varier, mais le rapport reste constant, et c'est le carré de l'énergie de Planck. Voilà. Actuellement connu. Ça, ils disent on le garde, ça bouge pas. Et bon, ça paraît assez sain, SAIN, parce que l'énergie, on en parle tous les jours, hein. Voilà, elle se conserve, mais on n'arrête pas de... Elle se conserve, mais elle s'en va en chaleur dans l'air, et elle se dilue partout, si bien qu'il va y avoir des guerres pour l'accès au pétrole, et pour l'accès à tout... Enfin, on va en manquer, quoi. Alors on en manque alors qu'elle est encore, puisqu'elle se conserve, mais elle devient... elle se diffuse dans la... ça devient de la chaleur, quoi. Nous, nos corps, ça part dans les crottes, enfin bref. On mange, on absorbe de l'énergie, une partie s'en va dans notre crotte, une autre dans le sport qu'on fait, dans l'activité de l'organisme. Tout ça, ça déclenche de la chaleur, voilà, et de la lumière aussi, on oublie souvent de le dire, on est des vraies lampes, hein, on émet plein de photons. Et voilà, donc c'est sain comme théorie, SAIN, hein. Voilà, c'est pas... Bon, après, plus vous avez une théorie faible, c'est-à-dire avec peu d'axiomes, plus elle a de modèles, parce que modèle veut dire satisfaire tous les axiomes de la théorie, c'est répondre à tous les critères, donc plus vous avez de critères, moins vous avez de modèles. Et donc les mecs, plus c'est dur, voilà.
Mais bon, après, ils ont des ordinateurs, des intelligences artificielles dédiées. C'est eux, hein, enfin, c'est les scientifiques qui font les intelligences artificielles. Donc, et puis, ça fait longtemps qu'ils sont habitués à étudier tous les photons infrarouges qui nous arrivent de l'univers lointain, de mettre ça dans des machines qui calculent pendant des années. Enfin, bref. Donc, voilà, ils vont faire ça. Je sais pas si ça va répondre à Olivier, mais moi, là, je commence à être un peu fatigué de raconter tout ça. Est-ce que tu m'avais posé une autre question? Bah, non. Donc en fait, je redis, hein, décider qu'un truc est constant, c'est arbitraire, c'est juste choisir la forme de la représentation qui fait que le truc que tu veux, que tu as envie de pas bouger, c'est une ligne droite. Hein, voilà. Bon, en fait, dans une représentation graphique, c'est même une ligne droite horizontale avec abscisse ordonnée. Ou si tu es en 3D, un plan horizontal, mais bon, peu importe. En réalité, tu peux aussi décider de les faire varier, mais les maths seront plus compliqués, puis tu sauras plus où tu vas, voilà. Mais bon, on va dire que voilà, on vient de un peu dire adieu au caractère sacré de G, la constante de gravitation, et de H, la constante de Planck.